Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Il va être bien chargé celui-ci aussi, vraiment. On commence l'année sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, sur le marché crypto, que ce soit surtout au niveau des actualités. Hier, je vous partageais BlackRock. Là, on va parler aussi d'un autre sujet brûlant qui pourrait un petit peu s'apparenter au drama de FTX. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, le moment où j'en parle. On parlera aussi de l'indice du dollar qui est en train de nous faire une grosse hausse. Donc ça peut venir impacter le Bitcoin. Donc ça aussi c'est pas mal important. Au niveau de la map crypto, elle est plutôt mitigée puisque vous le voyez au niveau des plus grosses cryptos, notamment comme le Bitcoin et l'Ether, on est très légèrement dans le rouge avec du moins 0,05% pour le BTC et moins 0,11% pour l'Ether, mais du côté du reste de la map, on a quand même quelques petites performances, notamment Solana qui est ici en vert foncé à plus 6%, 11 dollars pour le token, presque 12, 11,8. LDO, je vous en ai parlé hier, qui est toujours un petit peu dans le vert, et on a encore notamment Atom que j'ai pas mal en portefeuille qui est aussi dans le vert et qui a réussi à se hisser très légèrement au-dessus des 10 dollars. On va commencer aujourd'hui l'analyse technique par le DXY, donc l'indice du dollar qui est un actif très important à surveiller pour le Bitcoin parce que quand il est haussier, en général le Bitcoin a beaucoup de mal à être lui aussi haussier. Et là, il nous fait une très belle bougie. Alors là, je suis en hebdomadaire, mais on va plutôt se concentrer sur le journalier. Vous vous rappelez de ce niveau, donc des 105, dont je vous parle depuis plusieurs vidéos. Regardez la bougie qu'il est en train de nous faire aujourd'hui. Alors attention, c'est pas clôturé. Et même en soi, si ça clôture dans l'état, eh bien, on resterait toujours dans le range entre 105, qui est la frontière haussière, et en bas les 103 à peu près, qui est du coup la frontière baissière, qui nous permettrait d'avoir une continuation à la baisse et de venir chercher cette zone ici des 100, 102 où personnellement je vois un rebond. Mais c'est vrai que c'est peut-être la zone un peu trop évidente pour tout le monde. Et du coup, peut-être que l'indice du dollar va se retourner très légèrement au-dessus pour piéger toutes les personnes qui attendent ici pour rentrer massivement sur l'indice du dollar. Donc voilà, vraiment à surveiller aujourd'hui comment on va clôturer, voir justement où on va finir cette bougie qui est pour l'instant très haussière, mais qui reste sous le niveau pivot qui pour moi est à 105. Si on clôture au-dessus, c'est là qu'on aura vraiment le retournement à la hausse sur le daily qui est baissier, vous le voyez, avec les moyennes mobiles et aussi la théorie de dos. On fait bien des creux et des sommets descendants, mais depuis ici le 13 décembre, on voit qu'on latéralise, donc clairement on pourrait marquer un bottom pour repartir. On fait un point rapide sur le Bitcoin, je suis en 4 heures ici, il n'y a pas énormément de mouvement, vous le voyez, toujours cette zone des 16 600, 16 700, mais toujours surtout sous le niveau des 16 800. Alors là on est en train de consolider en dessous, c'est plutôt positif, comme on le voit ici, on consolide sous la résistance, derrière on finit par la break. A l'inverse, quand on consolide sur un support, en général c'est pas très bon signe non plus, on finit par break dans le sens inverse. Et là on peut très bien imaginer la même chose, ce qui pourrait se réaliser avec ce niveau donc des 16 800. Donc ça sera à surveiller. Il faudra mettre ça aussi en corrélation donc avec l'indice du dollar, comme je vous l'ai dit, si jamais on a un break des 105, à mon avis ça sera uniquement un pullback. Ici voilà, on valide ce niveau comme résistance et derrière on aura une continuation baissière sur le Bitcoin. Même si pour l'instant, si on se place en journalier, on a aussi une bougie verte sur le Bitcoin, alors qu'on a aussi du coup une grosse bougie verte sur l'indice du dollar. Donc là, la corrélation, où d'habitude c'est plutôt le Bitcoin qui descend quand le dollar monte, ne se fait pas totalement. Donc espérons que ça dure pour nous. Et dernier petit point que je voulais vous passer sur les indices, sur la partie analyse technique, c'est le fait que les indices américains vont réouvrir aujourd'hui, donc ça fait un moment qu'ils sont en vacances, donc première session américaine de l'année, donc ça va être évidemment à surveiller avec la plus grande attention, surtout que l'indice du dollar là montre un petit peu, ouvre un petit peu les hostilités, donc à voir comment les indices vont se comporter, si on part plutôt sur des premiers jours baissiers, si on démarre l'année de manière baissière, ou si plutôt directement on reprend la hausse sur les actifs risqués. Et on débute par mon fil Twitter, et comme d'habitude je vous invite à venir me suivre sur Twitter ou mes autres réseaux sociaux que vous allez pouvoir trouver en barre de description, ainsi qu'un petit abonnement à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc au niveau des tweets, donc ça c'est sur le dollar, on va pas y revenir, on vient d'en parler. Un fait quand même important aujourd'hui pour nous qui sommes dans la crypto, Crypto Goku nous le rappelle, il y a 14 ans, jour pour jour, Satoshi Nakamoto a miné le premier bloc Bitcoin, ce que l'on appelle dans une blockchain le Genesis block. Le 3 janvier 2009, le bloc Genesis est créé sur un petit serveur à Helsinki en Finlande et a reçu une récompense de 50 Bitcoin. Donc voilà, ça c'est quand même un fait historique assez important à noter pour nous donc, qui sommes dans la crypto. On va poursuivre avec la présentation de deux tableaux, un qui récapitule donc les performances du Bitcoin par mois depuis 2013
et un autre qui récapitule donc les performances du SP500 depuis 1990 aussi par mois. Je voulais faire ce petit travail pour voir quelles étaient les statistiques du mois de janvier et aussi de février. On va essayer de coupler un petit peu ces deux périodes pour voir si on a plus de chances d'avoir une année, un début d'année haussier ou plutôt un début d'année baissier. Et donc pour le Bitcoin, malheureusement janvier, vous le voyez ici, on a plus d'années baissières. On a aussi eu une période de 2015 à 2019 où on a eu tout le temps janvier qui était baissier. En revanche, on peut se redonner un petit peu de baume au cœur en voyant que février, c'est carrément l'inverse. On n'a eu que 2 mois en négatif pour février. Donc voilà, si jamais on doit serrer un petit peu la ceinture en janvier, on pourra se consoler avec le mois de février derrière. Et enfin, j'ai sensiblement la même analyse au niveau du SP500. On a quand même, j'avais compté, on a 12 années baissières sur les 27 ici, donc de 90 à 2017. Donc on est presque sur la moitié au final. Donc voilà, on n'a pas vraiment une vraie tendance qui se démarque entre la hausse et la baisse. Et ce que j'ai remarqué par contre, c'est que souvent quand on a par contre le mois de janvier qui est baissier, on a souvent aussi le mois derrière qui suit en février qui est aussi baissier. C'est très rare en fait qu'on ait des mois de février baissiers alors qu'on a eu janvier aussi. Regardez, c'est arrivé une fois ici, une fois là et une autre fois là. Donc seulement 3 fois on a eu février baissier alors que janvier était haussier. Donc ce qu'on peut s'espérer, après vous me direz c'est logique, on va espérer de la hausse, mais là pour le coup on voit quand même que si on a un janvier haussier, ça pourrait nous permettre d'avoir au moins février derrière qui a des chances d'être aussi haussier. On enchaîne avec peut-être la nouvelle affaire de type FTX qui est en train de se dérouler là en coulisses entre deux géants de notre écosystème. Donc d'un côté, on va avoir les frères jumeaux Winklevoss avec notamment leur plateforme Gemini. Donc les frères Winklevoss, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'est deux personnes qui étaient à l'origine, selon eux, de la création de Facebook. En fait, ils étaient dans la même école que Zuckerberg. Ils auraient du coup suggéré, c'est eux qui auraient eu l'idée de créer Facebook, et Zuckerberg leur aurait volé. Donc il y a eu des procès et tout derrière suite à cette affaire. Mais à côté de ça, ils ont eu beaucoup de chance puisqu'ils se sont intéressés au Bitcoin très très tôt, quand il valait à peine une dizaine de dollars. Ils en ont acheté pour 11 millions de dollars de Bitcoin à ce moment-là. Ils détenaient 1% de la crypto en circulation. Et du coup, ils ont réussi à devenir multimillionnaires grâce ensuite au pump du Bitcoin. Ils ont ensuite derrière créé donc, ce fameux exchange Gemini. Et du coup, voilà, c'est des personnes qui pèsent quand même fortement dans l'écosystème crypto. Et là, il y a de l'autre côté donc le PDG donc, du groupe Digital Currency Group qui s'appelle Barry Silbert. Et ça aussi, c'est un autre gros morceau de notre écosystème puisque le groupe Digital Currency Group, il y a 5 filiales, notamment Coindesk, Genesis qui est actuellement en faillite, qui a du mal à rembourser ses dettes, et Grayscale Investment. Grayscale Investment, c'est notamment la branche qui possède le produit financier, le GBTC, dont je vous ai parlé sur la chaîne plusieurs fois, qui est actuellement en prix discount de moins 45%, moins 50% à peu près. Et ça, c'est aussi un autre gros dossier. Donc, vous voyez là, vraiment, on touche plusieurs morceaux très importants de notre écosystème. Et là, ils sont donc tous les deux, ils se sont, comme l'a fait CZ de Binance avec Sam, SBF de FTX, ils sont en train de s'attaquer en public sur Twitter. Donc, on a un des deux frères, Cameron Winklevoss, qui a décidé d'attaquer ouvertement sur Twitter avec une lettre ouverte le PDG donc, du grand groupe Digital Currency Group, en lui disant notamment qu'il laissait 900 millions de dollars de fonds clients inutilement dans les limbes depuis l'effondrement de FTX. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, Cameron, lui, il gère Gemini, et sur Gemini, vous avez un produit de earn, comme il y en avait beaucoup sur les plateformes crypto, où vous pouviez gagner jusqu'à 8% d'intérêt sur les tokens. Et comment ces 8% d'intérêt étaient générés? Notamment via un prêt réalisé à Genesis Global Capital. Et Genesis, du coup, c'est une des filiales de Digital Currency Group, donc le grand groupe géré par Silbert. Et Genesis, si vous avez bien suivi ces derniers mois, a bloqué, suspendu les retraits. Suite en fait à la chute de FTX, Genesis s'est retrouvé en difficulté. Et du coup, par effet domino, Gemini Earn aussi est en difficulté et ne peut plus assumer les retraits. Et donc là, Winklevoss attaque ouvertement en fait le PDG donc, du grand groupe Digital Currency Group parce qu'il l'accuse d'avoir tout simplement prêté 1,675 milliards de dollars
du coup au grand groupe Digital Currency Group. Du coup il a pioché dans Genesis pour aller tout simplement générer des rendements ailleurs. Et à la toute fin, on apprend même que ici avec cette phrase que Gemini a prêté l'argent donc des utilisateurs de Gemini Earn à Genesis, et les fonds auraient été prêtés à Digital Currency Group qui aurait ensuite prêté les mêmes fonds à Grayscale. Donc vous voyez, et du coup on peut penser au GBTC, donc vraiment ça semble vraiment s'être propagé un petit peu partout, et c'est ce qu'on disait suite à la chute de FTX. On ne sait pas vraiment tous les cadavres qui vont sortir du placard par la suite. Donc c'est vraiment là potentiellement une affaire peut-être encore plus grosse et qui serait, je l'espère, la dernière qui nous tomberait sur le marché crypto, qui pourrait arriver dans les jours et semaines à venir. Dernier petit détail que je dois vous préciser, c'est que du coup, bien évidemment, donc Barry Silbert, comme ils le font tous sur les réseaux, a dit qu'il était innocent. Il dit que Digital Currency Group n'a pas emprunté 1,675 milliards de dollars à Genesis et n'a jamais manqué un paiement d'intérêt à Genesis et à jour sur tous les prêts en cours. Donc voilà, toujours difficile bien évidemment de les croire, mais en tout cas c'est clair que ça, c'est une chose qu'il va falloir fortement surveiller, voir comment ça va se résoudre, voir s'il va y avoir des nouvelles faillites, et forcément ça pourrait engendrer une nouvelle baisse sur le marché crypto. Et allez, on va finir avec une note positive, puisque aujourd'hui mon portefeuille reprend de très légères couleurs. On est de retour quasiment à 13 200 €. Alors je vais vous expliquer assez facilement pourquoi, hein. C'est très probablement lié au pump du dollar, donc j'ai pris de la valeur en euros. Il y a aussi Atom qui performait un petit peu, donc voilà, j'ai dû prendre quelques euros là-dessus, et le marché crypto globalement n'est pas à la baisse aujourd'hui, donc voilà pourquoi je suis à 13 200, et je serai probablement à plus, parce que si vous observez bien, la liste de mes cryptos a diminué. J'ai tout simplement retiré Aptos, je crois, et une autre, je sais plus laquelle, parce que voilà, il me restait 50 €, et enfin je les ai mis en stacking, et voilà, je m'en occupe pas, donc et je vais probablement faire pareil, peut-être pour les autres. Je vais voir comment j'organise ça, parce que j'hésitais à les arbitrer, donc si jamais je les arbitre, en gros je vais les vendre dans une autre crypto plus forte, donc ça me fera moins de crypto au total. Donc je vais voir comment j'organise tout ça. Pour l'instant je suis comme ça, mais c'était juste pour vous prévenir que du coup vous étonnez pas si vous avez vu des cryptos qui manquent. Je les ai pas vendus, mais juste je les mets pas dans mon récap, voilà, car c'est des trop petites sommes, je préfère les oublier, les mettre de côté, et je verrai bien si dans quelques années j'ai une surprise ou non. Voilà donc pour cette vidéo les amis, si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un like, vous abonner, et on se dit à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.